Voilà, voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes bien installés. Ici, nous sommes bien avec toute l'équipe de SOEL. Je vous rappelle ce qu'est SOEL Formation. SOEL Formation est un organisme de formation dont le centre est en France, qui collabore avec l'université espagnole à Valladolid, l'université Miguel de Cervantes de Valladolid. Et le but est de vous proposer des formations universitaires et des formations certifiantes tout au long de l'année sur différents sujets comme la psychopathologie, les pratiques respiratoires, la sexologie et encore bien d'autres sujets. Je vous invite à aller voir le site et à visiter le site de Soel Formation. Alors j'aimerais bien que vous me disiez, vous êtes nombreux ce soir pour un sujet qui nous tient à cœur. Dites-nous un petit peu d'où vous venez, j'aimerais bien voir ça. Alors bonsoir, je vois qu'il y a des gens de Casa, il y a des gens de... Où ça encore? Je regarde un petit peu. Répondez un petit peu sur le chat, vous venez d'où? Déjà, Québec, j'adore. Valérie, du sud de la Belgique. Ça, c'est mieux. Nantes, Toulouse, l'Algérie. Rabat, l'Algérie. L'Algérie est en force ce soir. Paris, Mâcon, magnifique. Île-de-France, le Liban, magnifique. On est des gens de partout sur la planète, c'est quand même extraordinaire. Île-de-France, Carcassonne, Marrakech, le Canada, encore une fois, l'Algérie. Donc, nous avons des gens d'un petit peu partout et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Sincèrement, c'est vraiment chouette. Après la formation, ce soir, nous aurons l'occasion de vous rappeler un petit peu plus les différentes formations courtes que nous proposons avec Sowell Formation. Mais je vais d'abord présenter la première personne pour laquelle nous sommes là ce soir, c'est-à-dire Muriel Schmitt. Muriel Schmitt est psychothérapeute, psychopraticienne, il faut que je m'adapte au vocabulaire. C'est juste et c'est important, n'est-ce pas, Muriel? Oui, tout à Et fait. aussi formatrice. Elle collabore lors de nos DU, notamment avec un petit peu tout le monde, on va dire ça comme ça. Elle aura plus l'occasion de se détailler un petit peu. Muriel, ce soir, tu vas nous parler de comment l'image facilite et accélère la thérapie. C'est un titre ambitieux, mais je suis content que tu aies relevé le défi de nous parler de ce sujet-là ce soir et je suis heureux de t'accueillir parmi nous. Je te cède la parole donc et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. À tout de suite. Merci Fabrice, bonjour à toutes et tous. Alors en effet, alors au départ c'était psychothérapeute, mais le titre a changé en France, maintenant c'est psychopraticienne, hein, je suis formatrice également. Et ce soir, dans la présentation de ce soir, c'est effectivement la psychothérapie qui est au cœur du sujet. Je suis psychopraticienne, ce qu'on appelle intégrative, c'est-à-dire que je travaille sur plusieurs approches et dimensions en même temps. Sur une dimension analytique, sur une dimension comportementale et sur une dimension corporelle. Et alors, avec tout un tas d'outils, de la gestalt, de l'analyse transactionnelle, de la sophrologie, de la PNL, donc avec des approches comportementalistes, analytiques, comme je le disais. Mais au centre de tout ça, en fait, l'outil, entre guillemets, qui est au centre de ma pratique et qui est inter-outil, j'ai envie de dire, utilisé partout, c'est l'image. Et l'image, je l'ai rencontrée très tôt, il y a plus de 15 ans, dans ma pratique. Assez rapidement, j'ai presque envie de dire, c'est devenu ma couleur thérapeutique. C'est l'outil principal sur lequel je me suis appuyée, quelle que soit l'approche que j'utilise. Euh, Certains ont dit que c'était ma couleur thérapeutique. Voilà, c'est devenu d'ailleurs tellement une identité, pardon, que j'ai créé une association qui s'appelle Imparo, qui est la contraction de l'image à la parole, parce que, encore une fois, c'est vraiment au centre de mon travail. Donc ce soir, je vais vous partager mon PowerPoint. Ah oui, non, si je ne mets pas partage d'écran, ça ne marche pas bien. Donc je vais partager un PowerPoint, voilà, pour que ça puisse être, hop, dynamique. Voilà. Je pense que tout le monde voit le PowerPoint, d'après ce que je peux voir. Donc, évidemment, comme je travaille avec l'image,
eh bien, je vais utiliser des supports de l'image. Et effectivement, j'ai eu l'ambition de nommer ce webinaire Voir pour guérir, parce qu'il y a vraiment cette notion de l'idée que l'image va nous apporter des éléments pour nous permettre de guérir, d'avancer. Et donc, c'est l'image qui va être facilitatrice, pardon, et accélératrice, je vais y arriver, excusez-moi, de thérapie. Alors, en préambule et en introduction, la première chose que je souhaite préciser, c'est pour introduire le propos qu'à l'ère du numérique, ça me paraît important de préciser que l'image ne va pas se limiter aux écrans. L'image, c'est bien plus que l'écran, notamment en thérapie. C'est vraiment, on va utiliser l'image dans le sens le plus large de la définition. C'est toute forme de représentation graphique. À titre d'exemple, il y a évidemment les photos, qui a donné d'ailleurs naissance au photolangage. Il y a les dessins, qu'on utilise d'ailleurs en art-thérapie. Les souvenirs visuels. Donc vous voyez que déjà là, on change de type de support. On n'est plus dans un support matériel et physique en face de soi, on est dans un support mental. Donc vous avez les souvenirs visuels, vous avez les représentations mentales, vous avez les métaphores. On a également les schémas. Ça n'est pas exhaustif parce que j'ai pas rajouté pour pas charger justement l'image, mais on a aussi les pictogrammes, on a aujourd'hui maintenant les émoticônes, les bien nommés donc les émoticônes. Donc on a toutes sortes de représentations graphiques, qu'elles soient dans le réel ou qu'elles soient symboliques. Évidemment, il y a les peintures, toute forme d'art graphique. Dans la petite présentation que je vais vous faire, il y aura une première partie où on va se poser la question, finalement, pourquoi notre cerveau aime les images et comment ça fonctionne? Quel lien il y a également entre les images et l'émotion? Parce que les émotions, parce qu'on a souvent pu constater tous qu'une simple photo, un dessin ou une métaphore peuvent provoquer une réaction émotionnelle intense. Quel est ce lien entre les images, la visualisation et les émotions? Ça, c'est la première partie du propos où je vais vous dérouler de manière très synthétique les raisons qu'il y a derrière et qui expliquent l'appétence du cerveau face aux images. La deuxième partie sera plus orientée sur justement la thérapie et quelles pistes on va pouvoir prendre pour utiliser ces images en thérapie. Donc, dans un premier temps, pourquoi le cerveau est visuel? Alors, juste une petite précision, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend parfois. Est-ce que toi, tu es visuel? Est-ce que toi, tu es auditif dans la manière dont on apprend, dans la perception du monde qu'on a? Ça n'est pas de cela dont il s'agit. C'est vraiment le fait que de toute façon, que vous soyez, même si quand vous êtes, vous écoutez des cours, vous vous rendez compte que vous êtes plutôt auditif et que vous allez mieux retenir, par exemple, ce qu'on va vous expliquer quand quand ce sont des mots. Et puis il y en a d'autres, ils disent, bah non, moi j'ai besoin d'avoir des images et des schémas. Ce côté cerveau visuel, vous allez voir que ça concerne absolument tout le monde parce que c'est déjà la première porte d'entrée et que c'est le temps que passe notre perception du monde. C'est la première vision du monde, sauf évidemment quand on est aveugle. C'est vraiment un canal un privilégié que l'on va avoir. Et puis pour que ça soit un petit peu dynamique, on va faire deux petites expériences au cours de cette présentation pour vous permettre de vous faire sentir en fait les propos et que vous compreniez le sujet sans que ce soit uniquement conceptuel et intellectuel. Donc la première expérience, voilà, je vous affiche un texte. Ah, tiens, j'ai dû faire une mauvaise manip. Hop, je vous affiche un texte que je vous laisse découvrir. Voilà, je pense que tout le monde a pu le lire. Maintenant, voici ce que je vais afficher. À votre avis, est-ce que ça va faire une différence? Alors,
On pourra en parler à la fin quand on sera dans nos échanges, mais bien entendu, l'immense majorité des personnes vont constater que, ben oui, il y a presque une compréhension immédiate et instantanée devant ce panneau, avec le symbole du triangle rouge qui représente un danger, et puis les enfants avec leur cartable qui courent. Donc évidemment, ça va être instantané, alors que si vous devez lire l'équivalent de ce que ce panneau veut annoncer, vous allez mettre beaucoup plus de temps. Donc ça, c'était la petite expérience pour que vous compreniez pourquoi notre cerveau déjà a une appétence pour ce qui est visuel. Alors derrière ça, il y a deux concepts scientifiques majeurs qui sont étudiés depuis les années 70. Alors ça a commencé les premières études en 1970, mais il y en a de plus en plus parce qu'elles se sont en plus diversifiées avec les neurosciences, avec l'imagerie médicale, avec toutes les recherches qui se font aujourd'hui. Mais la première dont on entend parler dans beaucoup de domaines, aussi bien celui de la pédagogie que de la thérapie, que de la publicité, beaucoup, c'est le phénomène de Picture Superiority Effect. Désolée pour mon accent, parce que c'est le terme exact anglais, c'est ce concept-là qui désigne la tendance du cerveau humain à retenir plus facilement et plus durablement les informations visuelles que les informations verbales, que ce soit des textes ou des paroles, que ce soit des informations verbales sous forme d'écrit ou que ce soit auditif. Et ce que se met surtout ce phénomène en lumière, c'est la notion de mémorisation. Alors une expérience qu'on peut faire très facilement, mais qu'on ne fera pas là, mais qu'on fait aussi dans ce genre de cas de figure, c'est-à-dire qu'on vous met une liste de mots, et puis vous avez un certain temps pour les mémoriser et on vous met la même liste, mais sauf que ce ne sont pas des mots, ce sont les images. Et ils se sont rendus compte que là, la mémorisation qui va être effective va être beaucoup plus importante que lorsque ce sont les mots et beaucoup plus durable dans le temps. Ça, c'est aussi une grosse surprise, c'est que non seulement les gens, nous allons beaucoup mieux retenir, beaucoup plus vite, mais surtout beaucoup plus longtemps. L'autre concept scientifique majeur qui est derrière cette appétence du cerveau pour les images, c'est la théorie du double codage qu'on doit à Alan Pevio dans les années 70 et qui a été également beaucoup développée et retravaillée avec de multiples études qui effectivement ont mis en lumière la rapidité de la reconnaissance de l'image. En plus de la mémorisation, parce qu'effectivement, ce que ces études mettent en lumière, c'est également la mémorisation, qui est beaucoup plus importante, mais la rapidité également est mise en lumière. Alors, pour bien comprendre ça, je vais le faire très rapidement. On va faire une petite iconographie avec les circuits de traitement des images contre les mots versus les mots pour qu'on puisse effectivement comprendre ce qui se passe quand on encode une image ou quand on encode un mot et mettre du sens sur ce pourquoi. On va regarder ce qui se passe au niveau des zones cérébrales, au niveau des processus cognitifs, au niveau du stockage en mémoire et donc les différences clés qui en découlent. L'image, elle va être encodée au niveau des zones cérébrales dans le cortex visuel et le cortex occipital. Pour l'encodage d'un mot, c'est un peu plus complexe. Il y a le cortex auditif au niveau des sens, mais par contre, on a deux autres aires qui sont un peu plus complexes et qui sont l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Au niveau des processus cognitifs, la perception, c'est la perception visuelle qui va s'activer pour encoder une image, et on va surtout être sur la reconnaissance des formes. Là, dans l'encodage d'un mot, c'est une perception donc auditive, mais on va être dans une analyse linguistique. Et là déjà, on voit qu'au niveau du processus cognitif, pour une image, il y a quelque chose de l'ordre de l'instantanéité sur la reconnaissance des formes. En plus, avec un schéma visuel, justement, on a quand même une vision périphérique, une vision centrale. C'est quand même très élargi, on a un spectre très large. Alors que dans l'encodage du mot, on n'est pas dans quelque chose qui va être beaucoup plus instantané, on va être tout de suite dans une analyse. Vous voyez bien qu'entre reconnaissance et analyse, déjà, vous avez une piste sur la notion de la rapidité. Le stockage en mémoire, ce qui est intéressant, c'est que l'image, on va le développer encore un petit peu plus loin, il va être simultanément dans plusieurs zones, visuelle, émotionnelle et conceptuelle.
Alors qu'au niveau de l'image, ça passe par une mémoire de travail parce qu'on a une nécessité de devoir interpréter le mot dans son contexte. Là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus séquentiel au lieu d'être justement simultané. Donc les différences clés, ça va être les traitements en parallèle avec des détails spatiaux, avec la perception visuelle. Ça va être traité plus rapidement et mémorisé avec un ancrage émotionnel plus fort, ce qu'on va développer un petit peu plus loin. Alors que l'encodage d'un mot, ben, c'est un traitement donc séquentiel avec la signification sémantique, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le sens du mot, et l'intégration se fait parfois dans la mémoire émotionnelle, mais pas toujours. Pour parler de la vitesse de traitement, on va regarder les types de stimuli, donc visuels et les mots, le temps de traitement d'une image et enfin, le temps de traitement moyen d'une image et d'un mot et les explications du processus cognitif. 150 millisecondes pour une image, c'est une moyenne, hein, et 250 millisecondes pour un mot. Alors, je dis bien un mot, même pas une phrase, hein, je parle juste d'un mot, hein. Alors que dans une image, il peut y avoir tout un tas de... Il peut y avoir une histoire entière dans une image. Néanmoins, le temps moyen de traitement va être de 150 millisecondes. Évidemment, si l'image est complexe, ça va mettre un peu plus de temps. Les images sont donc traitées par le cortex visuel. Ça permet donc une reconnaissance rapide et ça va immédiatement activer des représentations mentales. Le mot, encore une fois, va nécessiter le traitement séquentiel, d'abord par le cortex auditif, puis par les aires du langage, qu'on a vu tout à l'heure. Ça va impliquer une décomposition phonologique et une compréhension sémantique. Donc, ça donne l'impression un petit peu, vous allez vous dire, oui, alors, le cerveau, il est un peu paresseux quand même, hein, il va aller au plus rapide, au plus facile. Alors, il faut nuancer, le cerveau, c'est quand même un organe extrêmement complexe qui est très gourmand en énergie. Donc, il n'est pas paresseux, il est intelligent, justement. Il va aller au plus économique pour lui sur le plan énergétique. Et le plus économique en termes de compréhension et de perception, c'est l'image. Donc les images sont généralement traitées beaucoup plus rapidement que les mots parce qu'elles vont mobiliser des circuits cognitifs qui vont être beaucoup plus directs, moins séquentiels et je devrais d'ailleurs rajouter moins gourmands en énergie pour le fonctionnement du cerveau. Alors, la particularité du cerveau face à l'image, parce qu'on disait tout à l'heure, oui, mais bon, ça va activer des émotions, pourquoi? Alors, je vais vous montrer cette image-là et je vais utiliser d'ailleurs une petite comment dire, phrase qu'on a attribuée à Napoléon qui dit «Il vaut mieux un croquis qu'un long discours». Alors, il y a aussi l'expression que beaucoup de gens connaissent, 1000 mots valent une image ou une image vaut 1000 mots. Alors ça, on l'a attribué parfois à Confucius, parfois à Einstein. Bon, a priori, l'histoire du croquis qui remplace un long discours, ça serait bien Napoléon Bonaparte. Donc effectivement, on voit un cerveau et on voit ce qui se passe devant une araignée, effectivement, et on voit un petit peu les circuits qui vont s'activer. Alors, petite description quand même de ce que c'est que l'amygdale, parce que je parle de l'amygdale qui est dans le cerveau, pas les amygdales qui sont dans la gorge. En fait, c'est une structure complexe de cellules qui est nichée au milieu du cerveau. Alors, on le voit là. Dans l'image suivante, vous verrez une petite animation, on voit encore mieux où est l'amygdale exactement. Elle est située à côté de l'hippocampe et l'hippocampe, c'est associé à la formation de la mémoire. C'est pour ça d'ailleurs que, pour le coup, c'est aussi performant quand on va activer l'amygdale au niveau de la mémorisation. Parce que l'amygdale, elle a la particularité d'avoir de très nombreuses connexions notamment avec l'hippocampe, mais avec d'autres zones du cerveau. Et elle va jouer donc un rôle clé dans les émotions et les réactions émotionnelles, ce qu'on va pouvoir un petit peu développer. Et du coup, ça va effectivement expliquer pourquoi c'est aussi performant au niveau des réponses émotionnelles par rapport à des stimuli sensoriels et par rapport à la formation de la mémoire. Bon, voilà. Donc, c'est dans la partie limbique du cerveau. On va regarder ce qui se passe au niveau de l'activation d'une amygdale face à un stimuli visuel. Donc, on va regarder le type de stimuli, le type d'émotion que ça va déclencher et comment l'amygdale va s'activer.
Une image effrayante. Alors j'ai pris l'exemple d'une image effrayante parce que c'est ce que vous avez ici avec l'araignée. Ça va générer un type d'émotion désagréable. Et en fait, l'activation de l'amygdale, c'est ce que montre l'imagerie médicale, va être extrêmement forte. Donc la mémorisation aussi va être d'autant plus intense. Alors là, j'ai mis image effrayante parce que j'avais mis une araignée. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce sont par rapport aux émotions qui sont très fortes qui sont pardon, désagréables, que la réaction de l'amygdale va être très forte. C'est-à-dire désagréable, vous avez aussi la colère et vous avez aussi la tristesse, par exemple. Face à une colère intense ou à une tristesse intense, l'activation de l'amygdale va être extrêmement forte. Quand on a une image joyeuse, le type d'émotion qui va s'activer derrière, la réaction corporelle, le type d'émotion va être agréable. Donc, par exemple, je donne la joie. On va avoir une activation de l'amygdale qui va être forte. Moins forte que quand c'est effrayant ou très désagréable, mais forte quand même. Ce qui vous explique d'ailleurs, comme ça au passage, pourquoi les gens disent ben, je comprends pas, on se souvient quand même mieux des mauvaises expériences que des bonnes. Voilà déjà une des pistes. Et puis quand vous avez une image neutre, le type d'émotion c'est faible ou absent. Ce qu'on constate au niveau de l'imagerie, c'est que l'activation de l'amygdale va être assez faible. Alors, par exemple, quand je travaille en cabinet, ça se voit vraiment beaucoup. C'est-à-dire que effectivement, il y a des images qui vont pas parler, comme disent les patients. Bon, ben non, cette image-là, elle ne me parle pas. Et on voit bien qu'effectivement, il y a peu de choses qui s'activent juste sur le plan émotionnel. Donc, si j'avais un scanner en même temps et que je faisais de l'imagerie médicale, je pourrais voir à ces moments-là, effectivement, à quel point l'amygdale s'exprime peu. Et puis en fonction des types d'images, ça va nous permettre aussi de, ce qu'on appelle en thérapie, notamment en comportementalisme, de calibrer le patient ou le client avec lequel on travaille. Donc ce qui est assez intéressant parce que ça va nous donner un lien direct avec ce qui se passe à l'intérieur de lui sans qu'il ait besoin de verbaliser. Ça, on va le développer un peu plus loin. Les images facilitent la compréhension, le sens, l'apprentissage et le souvenir. Alors, je vais quand même un tout petit peu développer, comme je disais, cette fameuse amygdale avec ce schéma interactif, pas interactif mobile, qui vous permet de bien situer l'amygdale dans le cerveau, parce que pour moi, l'amygdale, c'est l'ami du thérapeute, hein. Puisque la fonction principale de l'amygdale, c'est la réaction émotionnelle, toute émotion confondue. Donc, ça va nous être d'une grande aide en thérapie. Et elle joue donc un rôle important, pardon, dans la formation des souvenirs et elle est associée aux réactions émotionnelles. Elle va également être très active dans la modulation de l'attention, dans le traitement des émotions, dans la mémoire émotionnelle, parce qu'elle va encoder et consolider les souvenirs émotionnels. La réponse au danger, c'est son premier, on va dire, son tout premier travail, puisque c'est la protection de notre intégrité, la capacité qu'on a à identifier des dangers. L'apprentissage émotionnel, alors ça, c'est en thérapie, c'est extrêmement important parce que justement, c'est ce qui va nous permettre de mettre en lumière et parfois de détricoter les conditionnements qui ont été faits chez certaines personnes, notamment par rapport à la peur. Et dernier aspect qui peut être très utile en thérapie, moi je fais beaucoup d'accompagnement de groupes de compétences sociales. Il faut savoir que l'amygdale, elle est aussi très active dans la perception sociale. Elle aide à interpréter les expressions faciales et les signes sociaux. C'est pour ça que quand on travaille avec des ateliers en atelier de compétences sociales, l'image, ça me paraît juste être un outil absolument essentiel parce que c'est ce qui va permettre, notamment quand on travaille avec des jeunes ou des personnes qui ont des troubles du spectre autistique et qui ont des difficultés de décodage, c'est en passant par l'image qu'on arrive le mieux justement à encoder correctement les informations. Alors, le cerveau, il a un autre besoin fondamental. Là, on a vu deux fonctionnements avec le superiority effect voilà, par rapport à l'image. Avec le double codage, on a vu effectivement le lien au niveau émotionnel.
Mais il y a un autre aspect qui va nous être extrêmement utile en thérapie et qu'il me semble important de bien comprendre si on veut pouvoir utiliser correctement les différents outils qui sont à notre disposition quand on veut travailler avec l'image. Et je vais vous proposer une nouvelle expérience. Donc, je vais vous lire deux textes. Donc, exprès, il n'y a rien qui s'affiche. Je vais juste vous les lire. Vous allez les écouter. Et à la fin de cette présentation, tout à l'heure, si vous voulez, on pourra échanger par rapport à ça. Mais je veux passer par cette petite expérience pour que quand je vais arriver à ce besoin qu'a notre cerveau et cette particularité qu'a notre cerveau, ça vous paraisse évident, même si vous l'avez peut-être déjà remarqué. Donc le premier texte. La modulation synaptique des circuits corticaux repose sur l'interaction dynamique entre les neurotransmetteurs excitateurs, comme le glutamate, et les inhibiteurs, comme le GABA, lesquels influencent la plasticité neuronale via des mécanismes de potentialisation à long terme, LTP, pardon, et de dépression à long terme, LTD. Ces processus sont régulés par des cascades de signalisation intracellulaire impliquant des seconds messagers tels que l'AMPC et le calcium intracellulaire, qui activent à leur tour des kinases spécifiques comme la PKA ou la CAMKII, modifiant ainsi l'expression génique et la structure des dendrites. Voilà pour le premier texte. Quelques secondes pour digérer un peu. Deuxième texte. Il était une fois un petit chat noir, tout doux, aux yeux brillants comme deux billes de lune. Un matin d'automne, il s'aventura seul dans une grande forêt. Les feuilles craquaient sous ses pattes et le vent faisait danser les branches au-dessus de lui. Il avançait prudemment, le museau en l'air, attiré par une odeur de mousse et de noisettes. Soudain, il aperçut une lumière dorée filtrant entre les arbres. Curieux, il s'approcha et découvrit une clairière baignée de soleil où une biche l'attendait, paisible. Le petit chat s'allongea dans l'herbe tiède, ferma les yeux, et pour la première fois, il se sentit en sécurité. Oups, pardon, j'ai été un peu trop vite. Voilà pour le deuxième texte. Donc, à moins que vous soyez un scientifique spécialisé en biologie moléculaire et en circuits synaptiques, peut-être que vous avez eu du mal à visualiser quelque chose pour le premier texte. Normalement, pour le deuxième texte, si vous n'êtes pas atteint d'aphantasie, vous avez justement pu visualiser ce petit chat noir, voir la forêt. Et d'ailleurs, ça serait intéressant, on pourrait faire l'expérience de ce que chacun justement a vu en dessinant. Voilà, dessiner ce que vous avez vu. Ça aussi, quand je fais du groupe, c'est super intéressant parce qu'on voit bien aussi que les dessins et les représentations mentales de chacun vont être différentes. Alors, la fantaisie, parce que j'ai cité ce terme-là, en fait, littéralement, ça veut dire défaut d'imagination. En réalité, c'est une capacité, une incapacité plus exactement, une incapacité totale de convoquer des images mentales. Alors, certains estiment que c'est un trouble. A priori, non. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a énormément de recherches parce que certaines personnes sont atteintes justement d'aphantasie suite à un choc ou à un AVC, mais d'autres personnes, il semblerait qu'il y aurait une piste aussi génétique, héréditaire, voilà, sont atteintes d'aphantasie sans qu'il y ait vraiment de cause qui ait été encore identifiée. Donc, normalement, vous n'avez peut-être pas visualisé grand-chose lors du premier texte et vu tout plein d'images pour le deuxième texte. Parce que, en fait, la particularité de notre cerveau, c'est qu'il a besoin d'histoire. Notre cerveau, il est naturellement structuré pour penser en récit. Et en fait, c'est une nécessité parce que ça permet de lier les faits entre eux. Ça permet de créer une cohérence temporelle et émotionnelle. Ça met du sens effectivement sur ce qu'on ressent. Ça permet aussi la visualisation mentale de mieux comprendre. Plus on va visualiser mentalement, plus on va avoir une compréhension accrue.
Ce qu'on a remarqué au niveau des neurosciences, c'est que les récits vont activer des zones cérébrales qui vont être impliquées dans l'élaboration de théories par l'esprit, donc tout l'aspect cognitif, c'est-à-dire que pour pouvoir effectivement penser, il faut pouvoir imager. Voilà. Peut-être que, malheureusement, je ne peux pas discuter avec Stephen Hawking, j'aimerais bien, ou avec Einstein, mais peut-être que ces gens-là, ils ont visualisé justement pour pouvoir élaborer des théories. Ça va également activer la mémoire autobiographique, les récits, et la simulation mentale. Donc, vous voyez, c'est absolument fondamental. Et ce qui est intéressant, c'est que la visualisation va activer des régions comme le cortex visuel, même dans l'absence d'images réelles. Quand on fait des scanners ou des IRM en étudiant les personnes, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont les mêmes zones du cortex visuel qui vont s'activer s'ils voient une photo ou regardent une vidéo avec du chocolat, si ils pensent au chocolat ou s'ils voient une boîte de chocolat, une boîte qui représente symboliquement ce dans quoi ils rangent tout le temps le chocolat. C'est exactement le même cortex visuel qui va s'activer, même si l'image n'est pas réelle. Et ça, évidemment, en thérapie, ça va être extrêmement précieux. Donc, justement, on arrive à, avec tout ce qu'on vient de développer, de manière très brève et très synthétique, quelles implications et applications on va pouvoir en obtenir en thérapie. Déjà, la première chose qui est vraiment étonnante et surmultipliée, c'est l'accès facile aux souvenirs et aux émotions refoulées. L'image va pouvoir agir comme un déclencheur émotionnel très puissant et ça va permettre d'accéder à des souvenirs enfouis sans qu'il y ait besoin de verbalisation immédiate. Il y a une forme d'instantanéité. La personne, tout d'un coup, il y a un souvenir à partir d'une image qui va lui revenir et il avait l'impression qu'il avait oublié ce souvenir. Et je vais l'illustrer. C'est le seul que je vais illustrer avec un cas pratique parce que ça faisait quelques années que je travaillais avec les images, mais ça avait vraiment été un cas école. Je travaillais avec un monsieur qui venait me voir parce qu'il était en difficulté, enfin une séparation, et ça se passait relativement mal, notamment avec la garde alternée de ses enfants. C'était un monsieur qui avait un très haut poste de direction. Ça se passait très bien au niveau de son travail. Il avait l'air d'être un patron très à l'écoute, très humain. Il travaillait dans le monde de la petite enfance. En fait, il était coordinateur de crèche et donc il dirigeait toute une équipe, tout un système de crèche. Voilà. Et il travaillait donc avec des adultes, des enfants. Mais il avait l'air d'être très humain. Mais néanmoins, à chaque fois qu'on essayait d'aller sur le terrain émotionnel, quand on revenait à son histoire personnelle, c'était quelqu'un qui était complètement verrouillé. Il était toujours très factuel, très dans l'analyse. Donc, il m'emmenait souvent sur le terrain de son travail parce que là, il était à l'aise et il était capable d'activer de l'empathie sans se sentir lui-même touché au niveau émotionnel. Et bon, au départ, en termes d'alliance thérapeutique, c'était un petit peu compliqué et très rapidement, donc j'ai fait travailler avec des images. Donc ça, c'était un jeu d'images que j'avais, des grandes images en format euh, A3. Et donc, j'avais étalé tout un tas d'images, et puis je lui dis de choisir une image, voilà, et puis de me parler de ce qu'elle évoquait. Et alors là, grande surprise, il choisit cette image-là, et je le vois se décomposer. Il était complètement centré sur l'image, et ça a été d'ailleurs une des rares fois, une des seules fois où je l'ai vu pleurer en cabinet. Il a été submergé et bouleversé par cette image. Et il m'a raconté qu'en fait, ça le ramenait à son enfance, ça le faisait penser, ce petit garçon lui faisait penser à son petit frère. Et il a commencé à me parler pour la première fois de son histoire familiale, qui était classique. Bon, il prenait beaucoup en charge son petit frère, une maman qui était plutôt dépressive, mais c'était rien de très dramatique ou pathologique. Et donc, on a tiré des fils par rapport à ça.
Donc il m'a parlé de son petit frère. Il avait l'impression de voir son petit frère qui s'éloignait. Et puis après, il est arrivé à lui-même, quand il était enfant, se sentir extrêmement justement seul face aux problématiques et à avoir l'impression de devoir aider tout le monde dans sa famille et de souvent cheminer tout seul et de devoir chercher lui-même la voie. Alors c'est intéressant parce que le petit garçon est blond et ce monsieur était très très blond et j'imagine que son frère aussi. Donc, c'était vraiment très intéressant parce que ça a été à partir de cette image-là qu'on a pu commencer à faire un travail thérapeutique et qu'on a pu aller explorer le système, les émotions. Effectivement, et ce qui se jouait pour lui au niveau de sa séparation. Donc, on a pu repasser par son enfance et j'ai eu une histoire totalement différente de celle qu'il avait commencé par me raconter, extrêmement factuelle, analytique et dénuée de toute émotion. Les images vont également servir de médiateurs symboliques très puissants et on va pouvoir l'utiliser comme un outil de compréhension de soi-même et d'évolution personnelle. On va pouvoir travailler sur une perception initiale et puis une évolution, une perception évolutive. Donc là, je prends cette image par exemple de quelqu'un, vous savez, vous avez des gens parfois qui sont très météosensibles. Dès qu'il fait gris et qu'il pleut, alors je parle même pas des dépressions saisonnières hein, du mois d'octobre, mais voilà, il y a des gens, oh, bah voilà, quand ils arrivent en cabinet, comment ça va aujourd'hui? Oh, bah le temps est moche, c'est gris, il pleut. Voilà, donc ils vont être dans comment dire, un mood très dépressif, juste parce qu'il pleut. Et puis, ok, bah, que représente la pluie pour vous? Et petit à petit, si on arrive à leur faire prendre conscience que, bah, qu'est-ce qui se passerait s'il pleuvait jamais? Et puis, ben, ok, il pleut, mais on en est où en termes de sécheresse? Alors, genre, pour mon jardin, c'est encore plus facile. Comment elle se sent, la nature, quand il pleut? Votre jardin, vous avez déjà regardé les fleurs de votre jardin quand il a fait très chaud, très beau, et puis pof, il y a une averse? Et pour le coup, ça va permettre à la personne, sans qu'elle se sente justement jugée ou remise en question dans sa perception et dans ce qu'elle vit au niveau émotionnel, simplement ça va lui permettre de pouvoir travailler sur une perception évolutive. Peut-être que finalement, si je regardais les événements d'une autre manière, bah peut-être que je découvrirais autre chose et ça leur permet de faire un lien justement entre la manière dont ils interprètent leur environnement et leur état émotionnel. On va également utiliser avec ce même principe l'image pour se reconstruire. C'est-à-dire que là, je vous prends l'exemple d'un arbre, le même arbre, mais vu sur 4 saisons différentes. Et quand effectivement vous avez des personnes qui vont regarder un événement d'une manière extrêmement négative, où l'arbre, l'hiver, il est mort, c'est triste, c'est horrible, ou l'automne, il perd toutes ses feuilles, le fait de pouvoir travailler sur différents angles, eh bien justement, ça va, encore une fois, comme on le disait avec la perception évolutive, permettre de faire des liens avec les émotions et d'être dans l'illustration du changement et de la transformation. Et les images sont, à mon sens, le meilleur allié que j'ai trouvé à cet endroit-là. Ça va permettre aussi, on voit cette personne qui regarde toute une série de photos, de donner du sens à son histoire. Parce que à partir de là, le fait de travailler avec les images peut permettre de visualiser son parcours autrement et peut-être de reformuler son histoire. Alors, l'exemple que je citais, c'était intéressant parce que j'étais arrivée à quelque chose au départ, tout était normal avec ce monsieur, une enfance tout à fait banale et rien de particulier, avec une autre vision de son histoire et une autre formulation beaucoup plus émotionnelle, avec effectivement ce qu'il en a ressenti, ce qu'il a vécu. Donc on a traversé ça tous les deux, comment il a eu ce sentiment de solitude. Et puis en même temps, après, hein, mais il a pu effectivement percevoir que finalement, s'il était capable de gérer autant de choses aujourd'hui, c'est parce que justement, il s'était construit de cette manière-là en tant qu'enfant et qu'il avait su prendre en charge son petit frère, pallier à ce qu'il estimait les défaillances de sa mère, et que ça l'a rendu extrêmement sensible par la suite en tant qu'adulte à ce qui se passait avec les enfants.
J'ai beaucoup aimé travailler avec ce monsieur. Il vivait mal son divorce aussi parce qu'il était très inquiet par rapport à ses enfants et au bien-être de ses enfants. Il avait vraiment à cœur de prendre en considération et de faire très attention à ce qui se passait pour ses enfants. Mais là, ça a été en retraversant son histoire plusieurs fois qu'il a pu justement réorganiser ça et finalement s'apercevoir que son histoire faisait l'adulte qu'il était aujourd'hui. Et parfois, le fait de pouvoir reformuler son histoire, je vous donne cet exemple-là, mais il y en aurait des centaines, voire plus. Voilà. Ceux qui travaillent déjà en thérapie, vous avez sûrement plein d'autres images qui vous viennent justement en tête. Et à ce moment-là, l'image va devenir un levier de réajustement et d'évolution. De réajustement parce que parfois ça permet effectivement de se dire bah finalement oui objectivement c'était pas si terrible que ça quand on accepte de le traverser émotionnellement ou bien oui vraiment parfois j'ai même l'inverse hein, j'ai des patients qui me racontent des histoires voilà, mais qui minorent justement l'impact qu'ils ont pu en vivre donc ça permet effectivement de travailler sur le réajustement et puis sur l'évolution. Un autre aspect qui est intéressant dans le travail avec les images, c'est que, il a été démontré que ça réduit la charge cognitive et ça favorise la relation de confiance. Et en fait, il y a eu une étude d'Ulrich, qui est quand même assez ancienne, qui date de 1984, qui démontrait que visualiser des paysages diminuait le stress. Alors, là, moi, je vous ai mis un paysage de forêt avec une rivière qui coule. Bien entendu, ce qui me frappe quand je discute, quand je travaille avec les milliers de patients que j'ai pu avoir depuis des décennies avec lesquelles enfin, depuis lesquelles je travaille avec l'image, c'est qu'on n'est pas tous sensibles à la même chose, bien sûr. Moi, ça va être les forêts, les rivières. J'ai déjà eu des patients que la forêt pouvait angoisser. Donc, si je veux créer une alliance avec eux et un environnement apaisant, c'est pas des images de forêt qu'il faut que je leur propose. Eux, ça va plutôt être le désert. Voilà, ils vont effectivement être très sur le côté contemplatif. Alors, j'ai vu qu'au début, il y avait pas mal de personnes qui venaient du Maroc, enfin qui sont au Maroc, en Algérie. Peut-être que vous, justement, vous serez plus sensible à j'ai des magnifiques photos et des paysages de désert qui sont juste splendides. Peut-être que c'est plus ça qui sera apaisant pour vous. Moi, j'habite dans l'est de la France. Je suis une Alsacienne pure souche. Donc, effectivement, c'est la forêt vosgienne qui va m'apporter le plus de relaxation et diminuer mon stress. Mais en tout cas, ça ne remet pas en question que c'est les paysages au sens large du terme. Il y a des personnes, c'est des paysages de mer. Voilà, c'est la mer, les bateaux. Et c'est justement cette construction que vous allez pouvoir mettre en œuvre avec vos patients qui vont vous permettre de construire un lien avec eux et de découvrir d'une manière qui va être très confortable leurs schémas mentaux et ce qui est ressourçant pour eux. Alors, comment intégrer ces notions en thérapie? Alors, je ne vais pas venir sur les différents supports, parce que ça serait vraiment trop long, et après, bon, à la fin, je finirai avec les heures de formation. Effectivement, je vais assez vite sur les concepts. Les types de supports, on l'a dit, il y en a de toutes sortes. Pour effectivement apprendre à les maîtriser, on y reviendra à la fin, c'est autre chose. Mais en tout cas, l'idée, c'est déjà, dans un premier temps, qu'à la fin déjà de cette présentation, vous puissiez déjà, si vous ne le faites pas déjà, expérimenter ce type d'outils avec vos patients ou vos clients. Et donc, comment les intégrer, toutes ces notions en thérapie? Bah, déjà, vous allez les utiliser pour soutenir le dialogue et l'introspection. Soutenir le dialogue, justement, pour pas être en train de poser des questions, mais justement avoir ce qu'on appelle, ce qu'on développe en formation, un tiers séparateur. Donc, pour qu'il puisse y avoir un dialogue qui soit beaucoup plus fluide entre le patient et ou le client et vous, parce qu'ils ne sont pas face à quelqu'un en prise directe qui les regarde, qui pose des questions, qui attend des réponses. Ils ont ce tiers séparateur que représente le support. Et effectivement, on va passer par cet intermédiaire et ça va être très fluide et très confortable pour soutenir un dialogue. Et également soutenir l'introspection. Parce que parfois, on a aussi besoin d'avoir des moments de silence en thérapie quand on accompagne nos clients et nos patients.
Vous avez peut-être remarqué qu'avec certains patients, les silences sont très difficiles à supporter. Ils ont du mal. Parfois les thérapeutes aussi d'ailleurs, hein. Quand on travaille avec les images, voilà, on travaille là-dessus. Or, quand on a un support imagé, c'est beaucoup plus facile et confortable de rentrer dans quelque chose d'introspectif. Tout à l'heure, donc, je parlais de ce patient. Face à cette image, il est resté silencieux un long moment et puis, du coup, il s'est décomposé et il a mis du temps avant de pouvoir rentrer de nouveau en interaction avec moi. Mais là, il y avait réellement, on voyait toute l'introspection qui pouvait se jouer avec ce patient. Alors, pour aussi enrichir, bon là je ne le mets pas, mais c'est pareil, on travaille aussi en formation, je donne aussi des supports d'images pour aider les gens à faire un travail d'introspection entre les séances, pas seulement pendant les séances. Ça va être intéressant et un très bon support pour encourager nos patients à créer ou choisir des images qui représentent leurs émotions ou leurs objectifs et de travailler sur la notion d'ancrage positif. Donc, vous voyez, je vous mets des images qui sont là pour le coup extrêmement symboliques. Voilà, quand on travaille sur l'estime de soi, l'image est un outil de choix. Quand on travaille en TCC, notamment en PNL, quand on travaille sur les ancrages, ça va être intéressant. Alors, ça va être les ancrages avec des images effectivement réelles, mais aussi évidemment toute l'imagerie mentale sur les protocoles que l'on va développer avec eux pour les faire visualiser. Et on peut travailler sur des ancrages positifs. Quand on reprend effectivement ce qu'on a vu précédemment, ça va être une manière d'utiliser ces supports-là, c'est d'inviter les patients à relire visuellement leur propre histoire, euh, à la réécrire, à dire, alors, qu'est-ce que vous imagineriez? Comment ça aurait pu être différent? Et si c'était passé différemment, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous imaginez qu'il aurait pu se passer? Ou comment est-ce que ça aurait pu être pire? Ou comment est-ce que ça aurait pu être mieux? Donc en fait, c'est vraiment... Alors ça peut être, encore une fois, là je parle beaucoup des images mentales ou des photos, mais ça peut être de l'art-thérapie, bien entendu, hein. C'est-à-dire effectivement leur faire dessiner. Créer des exercices qui vont être basés sur la relecture symbolique d'images pour favoriser la compréhension et l'évolution. Et on va utiliser les contes métaphoriques, alors en les faisant visualiser. Je travaille énormément avec les contes métaphoriques, aussi bien avec les enfants, les adolescents que les adultes, ou en groupe. Et c'est très puissant un conte métaphorique, et ça l'est d'autant plus si vous travaillez sur la visualisation. Vous pouvez les faire dessiner aussi, c'est ce que je disais quand on travaille en groupe, c'est intéressant de dessiner ce que l'on voit et à partir d'une même injonction, on va voir que les personnes vont dessiner tout à fait autre chose. Mais là, la visualisation des contes métaphoriques, comme on est vraiment justement là pour le coup sur des perceptions évolutives, ça va être important qu'il puisse y avoir une notion de visualisation et qu'on les fasse verbaliser justement là-dessus. C'est pour ça que mon association s'appelle Imparo, parce qu'en fait, je me suis aperçue tout au long de ces années à quel point l'image pouvait libérer la parole. Alors, pour finir, en conclusion de ce bref exposé sur l'image en thérapie, eh bien, peut-être que vous avez compris, si vous ne le saviez pas déjà, que voir, ce n'est pas simplement regarder. Effectivement, voir, c'est comprendre. C'est aussi, ce qu'on a évoqué plusieurs fois, ressentir, aussi bien au niveau des sensations qu'au niveau des émotions. Par exemple, quand vous faites visualiser quelqu'un en sophrologie, s'il y a des sophrologues les gens qui nous regardent là, qui nous écoutent là, quand vous faites visualiser la personne sur une plage et que vous lui faites sentir le sable chaud sous ses mains, il y a vraiment une notion de sensation physique. C'est pas seulement émotionnel. Et ça peut être aussi, justement, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui, avec des images, me disent, oh là là, je pourrais presque sentir, ça me rappelle quand j'étais enfant, l'odeur de la barbe à papa quand on est dans les fêtes foraines, sur une image. Voilà. Donc il y a vraiment la notion de ressentir.
et parfois de transformer son propre regard sur son vécu. Donc ça, c'est aussi beaucoup le but de la thérapie, peut-être dans un deuxième temps justement, quand on a commencé par être dans le ressenti, l'échange et puis la compréhension, peut-être que là justement, ça peut être un objectif que l'on peut partager avec la personne qu'on accompagne. Donc j'espère que vous avez pu sentir à quel point, avec ce bref exposé, l'image était un outil puissant. Je vais quand même préciser, j'ai pas mis d'image là-dessus, mais je vais vous faire une belle métaphore que comme tout outil, euh, c'est important d'apprendre à bien l'utiliser pour pas faire de sortie de route. Alors je vais justement prendre une métaphore. C'est pas parce que vous savez conduire un chariot à bœuf que vous êtes capable de piloter une Porsche et que peut-être vous avez besoin de prendre des cours de conduite pour piloter correctement votre Porsche et éviter les sorties de route. Le travail avec les images, c'est un peu pareil. Normalement, déjà là, vous devez, si vous ne l'avez pas déjà fait, pouvoir commencer à expérimenter parce que c'est important, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc, c'est important d'avoir justement ces petites approches pour pouvoir dire, tiens, oui, ça me parle bien ou je vais tester et de voir si ça vous convient ou pas, si vous sentez que effectivement ça peut être un outil intéressant pour vous. Et puis dans ce cas-là, de se dire, bah tiens, peut-être que faut peut-être que je creuse un peu plus. Et à ce moment-là, effectivement, apprendre à piloter, voilà, prendre des cours sur l'utilisation de l'image pour accompagner ses patients. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, Eh la bien, parole est merci à beaucoup. vous, Cognac Jette. C'était magnifique, merci beaucoup. C'est toujours impressionnant de voir à quel point tu es à l'aise sur certains sujets. Et ça fait vraiment, voilà, on a tous une belle image et une belle histoire à raconter. Alors, j'ai noté les petites questions sur mon GSM, c'est pour ça que j'ai la tête baissée. Euh, c'est super intéressant. Du coup, pour l'apprentissage, on peut mettre les informations à retenir sous forme d'un récit et ce sera plus facile à comprendre et à mémoriser. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai développé là que l'aspect thérapeutique, mais évidemment, l'aspect pédagogique, il est juste énorme. Les formations que j'anime, il y a l'aspect pédagogique est développé. C'est aussi utilisé dans le monde de la publicité. Enfin, voilà, bien sûr. Mais oui, l'aspect pédagogique est juste énorme. Tout à fait. Euh, alors, une autre question. Est-ce que ça implique un questionnaire sur les représentations avant de choisir son image? Non, je pense que un questionnaire, ça serait justement rigidifier quelque chose qui pourrait être fluide. La manière dont je fonctionne, c'est qu'en fait, j'ai toutes sortes d'images à ma disposition. J'ai commencé avec très peu d'images, hein. J'ai commencé avec des cartes postales, des dessins, voilà, parfois même des magazines, des tableaux, des représentations de tableaux, mettre un petit peu de tout. Et en fait, c'est beaucoup plus fluide si Mhm. on met toutes ces images-là à disposition des personnes et puis qu'on voit avec quoi elles sont plus à l'aise. Il y a des gens qui vont être effectivement très à l'aise avec de l'abstrait, d'autres, ça va complètement perdre. Et pour aller plus loin que ça, moi je travaille même beaucoup aujourd'hui avec les séries Bon. et les films, parce que là aussi, les jeux vidéo avec les jeunes, parce qu'on est encore une fois dans l'imagerie et la représentation mentale. Pourquoi un film, ça nous impacte parfois plus qu'un livre? Parce qu'on va vivre de manière beaucoup plus intense, comme encore une fois c'est par le canal visuel, on va être impacté émotionnellement beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et donc ça s'explore euh, en discutant avec les personnes. Moi je travaille avec des bandes dessinées, avec toutes sortes de supports. Et plutôt que de faire un questionnaire, c'est plutôt mettre à disposition, regarder ce qui se passe avec la personne. Voilà, faire des petits tests. Moi, j'ai beaucoup joué aussi avec la météo du jour. Alors, ça, c'est très gestaltiste, hein. Alors, quelle est votre météo aujourd'hui? Plutôt que de me dire comment vous allez, vous choisissez des images pour représenter. Alors, je mettais des images symboliques ou je mettais des photos. Et c'était intéressant de voir ce que les gens choisissent. Ça permet effectivement d'avoir accès assez rapidement à ce qui est une porte d'entrée plus accessible et plus facile pour eux.
Parfait. Alors, je vais poser chaque fois mon GSM, c'est mon sécurité, ça c'est drôle, mon portable, donc je dois à chaque fois recliquer parce que je t'écoute et je fais pas tellement attention à ce qui se passe sur mon GSM. Alors, question suivante. Tout d'abord, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui me disent que tu es une personne merveilleuse. Voilà, que c'est très intéressant et c'est vraiment incroyable. On a rarement eu ça. Pendant que je suis en train de chercher les autres questions, je t'invite, si tu veux bien, à faire un petit peu la promotion et nous parler de ta formation courte qui s'appelle La personnalité, les troubles de la personnalité en psychopathologie, comment les repérer, comment les gérer. Tu pourrais nous en parler sur cette journée de conférence que tu présentes? Oui, oui, alors effectivement, là, on change complètement de domaine. On va On part, revenir, hein, c'est pas voilà, grave. en psychopathologie. Et effectivement, bah, il se trouve qu'en plus, à côté de ça, je suis criminologue. Donc, et je me suis spécialisée dans les troubles de la personnalité. Donc, en fait, et donc dans la personnalité, parce qu'en amont des troubles de la personnalité, il y a une notion de personnalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la personnalité, on l'inscrit dans le cadre de la psychopathologie, donc tout de suite on entend maladie. Or, en fait, pas du tout. Ça concerne tout le monde, la personnalité. Et ce qui est intéressant dans les formations sur les troubles de la personnalité, c'est que on va commencer à percevoir comment de quelque chose qui est tout à fait normal et qui concerne tout le monde, on peut tous basculer dans quelque chose qui pourrait plutôt aller vers le dysfonctionnement ou la pathologie, justement, dans notre personnalité et dans notre rapport au monde. Donc, ça se fait effectivement soit dans le cadre du DU, de psychopathologie, où là, il y a des concepts beaucoup plus larges, soit effectivement en formation uniquement sur les troubles de la personnalité. Ouais, cette formation a lieu donc en novembre, si je me rappelle bien, et Oui, c'est le c'est en 3 et fin le d'année. 4 novembre, Oui, tout à fait. et Donc là, le 1 et 2 décembre. Il y a 4 oui, jours, hein. oui, tout à fait. Oui, c'est sur 4 jours parce que c'est vraiment un très gros morceau parce que c'est important pour toute personne qui travaille avec de l'humain de bien comprendre et de bien réussir à identifier qu'est-ce que la personnalité, quels sont les différents types de personnalité et comment on va identifier à quel moment on bascule vers quelque chose qui n'est plus tout à fait normal et comment on peut justement ou pas l'accompagner ou le recadrer. Donc, c'est pour ça que c'est sur 4 jours, parce que c'est vraiment, il y a aussi un petit peu d'expérientiel par rapport à ça, puisque je travaille, vous savez, tu sais, j'ai créé un test spécifique, Tout à donc fait. je fais faire le test effectivement aux personnes, et ça permet après de faire un travail qui va être très concret pour vraiment être capable d'imager et de sentir à partir de ce test, d'abord qui on est, comment on fonctionne, et voir que ça dédramatise aussi certains termes. Ça ne veut pas dire que on est fou, pas du tout. C'est juste son mode de fonctionnement. Mais à quel moment on va identifier chez certains patients que là, on n'est plus dans quelque chose de normal. Et c'est important en tant que thérapeute de pouvoir identifier quand ça relève plus de nos compétences ou qu'il y a un petit signal d'alarme qui s'allume. Bien, merci. Alors, je reviens sur le sujet, hein, comme ça. Oui. J'invite nos invités à aller voir le site de SOEL Formation en même temps. En ce qui me concerne, c'est un témoignage. Je dois être physiquement dans la forêt pour ressentir des sentiments d'apaisement, de bien-être. Mais une image ne me donne pas les mêmes sentiments. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors peut-être que là, il serait intéressant de chercher à activer d'autres canaux. On va faire ce qu'on appelle en PNL un VACOG, c'est-à-dire qu'on va utiliser vision, audition, goût. Donc, au cours d'une balade en forêt, ça serait intéressant de se concentrer sur ce qu'on sent, voilà, s'il y a des odeurs en particulier, ce qu'on entend, le bruit des oiseaux, les feuilles qui craquent si on marche dessus, euh, la texture des feuilles qu'on va toucher, le grès du rocher qu'on va toucher, pour pouvoir réussir à intégrer tout le système émotionnel. Et ça peut activer. Alors, moi, je joue beaucoup là-dessus parce qu'en sophrologie, ça arrive que des personnes, justement, n'arrivent pas à visualiser d'entrée de jeu, quand on commence à faire des séances de sophrologie, des scènes. Et donc, je passe par ces activations sensorielles. Ça Mhm. peut être l'odeur, par exemple, si on est sur une plage, l'odeur de la crème solaire, le cri des enfants qui jouent, le bruit des vagues, la sensation de l'eau qui lèche les pieds. Voilà. Donc là, sur la prochaine promenade en forêt, je conseille à cette personne de faire ces intégrations multisensorielles et après Oui.
de réussir à les remettre quand elles rentrent chez elles. Voilà, quand vous rentrez chez vous, vous vous remettez face à l'image et vous activez tous ces canaux-là. Et je pense que ça va venir. Je pense que Il y a là, une personne, ouais, la sensation d'apaisement devrait arriver. il y a une personne qui dit aussi on est très proche de l'hypnose, non? Oui, mais complètement. Mais complètement. Parce que c'est-à-dire que effectivement, l'image va faire ce qu'on fait quand on fait de la PNL, de l'hypnose, de la sophrologie. Ça va activer ce qu'on appelle la conscience modifiée. C'est-à-dire qu'on va avoir un accès beaucoup plus rapide non pas à l'inconscient, mais au préconscient, justement, au subconscient. Mm. Alors, je te pose une dernière question, parce qu'il faut en garder un petit peu pour les autres choses. Quelle est la question à poser ou quelle est la chose, je transforme un petit peu les propos, à dire au patient lorsqu'on lui montre une image? Oui, ça c'est une bonne question. Et c'est ce qui fait que parfois les formations sont très aidantes parce que justement, bon, alors je veux pas établir de protocole parce que c'est trop rigide et c'est trop enfermant. J'en souffre assez justement en PNL ou en hypnose ou en sophro, hein. Donc voilà, j'aime pas trop ce côté protocole. Mais c'est effectivement euh, quel type de questions on peut poser. L'idée, c'est de réussir à voir ce qui va mettre la personne dans l'introspection. C'est-à-dire, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que ça va, est-ce que quand vous voyez cette image, est-ce qu'elle est agréable, désagréable? Est-ce que ça génère un souvenir? Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme histoire? Voilà. Alors parfois, ça arrive aussi qu'avec certains patients, des patients j'ai eu des patients, notamment des adolescents, qui sont extrêmement verrouillés, qui ont du mal à communiquer. Et quand on travaille avec les images, au début, ça ne passe pas grand-chose. Et ben, il y a un truc qu'on utilise en Gestalt qui s'appelle le dévoilement du thérapeute. Voilà. Si la personne, elle a rien qui lui vient, ben, voilà, le thérapeute peut te dire, ben, moi, ça me fait penser à ça. Ou personnellement, c'est une image que je trouve plutôt agréable. J'aime les couleurs. Voilà. Il peut y avoir tout un tas de soutien qu'on peut apporter comme ça au patient. Parce qu'effectivement, il ne faut pas le laisser, c'est une très bonne question, parce qu'il ne faut pas le laisser tout seul devant son image et rien qui se passe. Ou poser des questions et puis là, on déstabilise la personne. Ben écoute, merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre donc le site, aller sur le site, vous l'aurez compris, de Sorel Formation pour vous former et vous inscrire. Je vous rappelle que les places sont limitées, par exemple pour les DU universitaires, donc je vous invite à aller quand même assez vite parce qu'il y a des moments où les inscriptions s'accélèrent un petit peu. En tout cas, Muriel, merci beaucoup. C'était un véritable plaisir de te recevoir. Euh, je ne doutais pas de la qualité de ton intervention, mais je suis ébahi. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une belle soirée Merci à où vous tous. soyez sur la planète. Et je vous dis à bientôt pour un autre Coffee Talk ou lors d'un DU ou d'une formation courte. À bientôt. Bonne soirée et merci à tous. Bonsoir à tous.